Asie centrale, le Moyen-Âge commence avec l'arrivée de la dynastie Tang chinoise. Ils prennent leur essor après une période d'instabilité où les États du Nord étaient la plupart du temps dominés par des juntes militaires issus de clans dominants des confédérations tribales du monde turco-mongol. Les Tang rompent avec cette période, héritent de leurs prédécesseurs les Sui d'une Chine réunifiée, c'est-à-dire l'espace chinois proprement dit, l'est de la Chine actuelle. Et à partir du milieu du 7e siècle, l'empereur Tang Taizong entreprend la conquête des régions de l'Asie centrale, notamment du Khagan, du Khaganat des Turcs, qui domine la Mongolie actuelle et la Mongolie intérieure, et peu après, la soumission également du Khaganat des Turcs occidentaux, qui domine davantage la région du Kazakhstan actuel. Entre les deux, les cités-États tokhariennes et les cités-États de Khotan, Yarkand et Kashgar étaient sous l'influence de ce Khaganat des Gök turcs, les Turcs bleus, les du bleu ciel. Elles étaient restées indépendantes. Et donc, l'arrivée des armées de Tang Taizong, qui va soumettre les deux Khaganats turcs et les oasis d'Asie centrale, y compris les oasis de Sogdiane. Alors dans les sources chinoises, la confédération Sogdiane est appelée le Mengchi. Tang Taizong, qu'on voit ici représenté, installe des garnisons. Il constitue la seconde occupation chinoise qui, comme la première, ne va durer que quelques courtes décennies. Et il crée cette organisation des 4 garnisons pour contrôler militairement le bassin du Tarim et les routes commerciales qui sont matérialisées sur la carte en blanc. On a toujours les Svetaruna, les héritiers des Huns qui sont dans l'Inde du Nord. Et en place du Khagan des Tuan-Tuan, qui domine du 3e au 6e siècle l'espace de la Mongolie intérieure, le Khagan des Tuan-Tuan est renversé par un nouveau clan issu d'un autre peuple turco-mongol qui se désigne comme les Turcs, expression qui ne recouvre pas l'ensemble des populations qui parlent des langues turques à l'époque. Et ce Khagan des Gök turcs fonde un empire qui, lorsqu'il est conquis par la dynastie Tang au 7e siècle, est appelé l'Anbei. Le Khaganat des Gök turcs se scinde en 2 entités au cours d'une guerre civile à la fin du 6e, début du 7e siècle, et cette guerre civile produit la construction d'un second Khaganat Gök turc occidentaux, lesquels sont indépendants, tandis que les Khagan orientaux sont vassaux, voire dissous par les conquêtes de l'empire Tang. Les Gök turcs occidentaux vont être à leur tour conquis par les Tang sous Tang Taizong. L'expédition qu'on a vue, et donc c'est cette intégration du bassin du Tarim, de cette confédération des États tokhariens, de cette confédération des 3 États Saka, qui vont être donc soumis à ce régime des 4 garnisons. Et puis on a d'autres protectorats qui sont conçus, et finalement les Gök turcs occidentaux sont eux-mêmes dissous par la conquête de l'empire Tang au cours du 7e siècle. Et la confédération sogdiane elle-même devient un protectorat de l'empire Tang. L'époque turque est celle d'une influence de ces Khaganats turcs, et très rapidement aussi celui d'une soumission à l'empire Tang, mais qui va durer très peu de temps en réalité. À nouveau, les Turcs, comme les Huns avant eux et les Scythes avant eux, descendent à travers la même route migratoire, à travers les oasis de l'Asie centrale sogdienne, la Bactriane, l'Hindoukouche, et déferlent sur le nord de l'Inde dans le Gandhara et le Punjab. Or, par coïncidence, au moment où Tang Taizong restaure l'autorité chinoise dans le Gansu, envahit le bassin du Tarim, fonde des régimes de garnison à Turfan et dans l'actuelle oasis de Rumtsi, des arabo-musulmans fondent une garnison dans le Khorasan, dans l'oasis de Merv, en Margiane historique. Le Khorasan, c'est la province orientale de l'Empire sassanide. Et à partir de cette base, ils vont commencer à mener des raids et, au début du 8e siècle, conquérir, soumettre la confédération sogdiane et devenir, de ce fait, les rivaux directs de l'empire Tang. La confédération sogdiane étant une province de l'empire Tang, devenue un lointain vassal au début du 8e siècle, au moment où les Arabes arrivent. Et donc on arrive sur une confrontation entre ce Misr arabe du Khorasan et les 4 garnisons qui contrôlent le bassin du Tarim pour les Tang. Ces cités-États, malgré tout, continuent en fait leur vie sans être absolument sinisés. C'est un protectorat militaire, mais il n'y a aucune sinisation culturelle, à l'exception du Gansu.
La vie, par exemple, à Khotan, dans l'ouest du bassin du Tarim, dans le sud-ouest du bassin du Tarim, au plus près des cols qui conduisent en Inde, issue du monde gréco-bouddhique, la vie culturelle indo-bouddhique continue à prospérer à Khotan. Et ici, on a l'œuvre d'un artiste khotanais dont on connaît le nom, qui s'appelle Visa Irasange, qui représente sur ses fresques une divinité indienne à gauche, qu'on reconnaît à son teint bleu, à ses multiples bras, et un héros de la mythologie iranienne, Rustam, issu des contacts avec le monde partho-sassanide, avec le monde de l'Asie centrale sogdienne. Une monnaie khotanaise, qu'on a le développement d'un système monétaire qui est assez tardif dans le bassin du Tarim, comme beaucoup de choses. Même si l'écriture est plus précoce sans doute qu'en sogdian, il se développe au contact des systèmes bactriens et chinois. Le bouddhisme donc continue à prospérer, et ici on voit bien l'évolution du iconographique gréco-bactrien dans l'oasis de Khotan, aux alentours de la période qui précède immédiatement la conquête militaire des Tang au cours du 7e siècle, à l'époque de l'influence gökturque. À nouveau, l'influence gökturque, comme l'influence unique, n'est pas aussi sensible dans le bassin du Tarim que dans la région des oasis de Sogdiane, de Bactriane, qui vont être conquises par les arabo-musulmans au cours du 8e siècle. Et finalement, le Haqqana gökturk, après une période de renaissance assez courte, au début du 8e siècle, va être supplanté par un nouveau Haqqana, lui aussi centré sur la Mongolie actuelle, le Haqqana des Ouïghours. C'est le nom du clan turcophone qui parle une langue très proche de la langue que parlent les Gökturks, mais qui ne se désigne pas lui-même comme turc. Et ce Haqqan des Ouïghours, ce clan, va donner son nom à une confédération nomade turcophone et à terme aux populations du bassin du Tarim. Mais à l'époque, elles ne sont pas ouïghours. Elles sont pour partie à l'ouest scythophones, iranophones, Saka, et pour l'essentiel tokariennes, au centre et à l'est. Et c'est là que le Haqqana des Ouïghours va commencer à se déplacer vers le sud-ouest, et il entre en contact avec les flux d'idées qui arrivent d'Asie centrale, qui arrivent du monde iranien, notamment la religion manichéenne, qui est une religion syncrétique entre le bouddhisme, le zoroastrisme iranien et le judéo-christianisme. Donc une religion qui est typiquement issue de l'empire central de l'Œcumène, l'empire sassanide entre l'Inde et le Moyen-Orient. On a ici une représentation d'un Haqqan ouïghour du 8e siècle, au moment de l'adoption de cette religion manichéenne comme religion d'État de cette confédération. Les Tang ne contrôlent plus du tout l'Asie centrale au 8e siècle. Les reliquats de l'Empire, les différentes forteresses reliquats de structures militaires en bleu à droite. Certes, les cités sogdiennes vont les appeler au secours contre les Arabes, mais ça restera sans lendemain jusqu'à la fameuse bataille de Talas, qui est la rencontre majeure entre l'Empire chinois et l'Empire arabo-musulman au lendemain de la révolution abbasside en 751. Le misra arabe du Khorasan a réussi, à partir du 8e siècle, à conquérir l'ensemble de l'espace de l'Œcumène, l'ensemble de l'espace qui avait été auparavant achéménide, hellénistique, puis sassanide. Les Turcs continuent leur progression vers le sud, comme auparavant les Huns, comme auparavant les Scythes. Ils descendent sur le Pendjab et donc on voit l'organisation d'un système qui s'appelle les Turcs Shahis et qui sont concentrés sur Kaboul. Et donc là, on a une petite entité de culture aristocratique turque, de religion bouddhiste qui se développe dans la zone de contact entre l'empire arabo-musulman et l'empire tibétain, qui est la principale puissance de l'époque. Alors il se trouve que le Tibet, lui aussi, est irrigué de culture bouddhiste, mais il est irrigué de culture bouddhiste 200 à 300 ans après le bassin du Tarim. Et l'organisation en une monarchie centralisée ne date que de la fin du 7e, début du 8e siècle. Et l'empire tibétain est aussi important qu'il est extrêmement fugace. Il vient vraiment se nicher entre l'expansion Tang du 7e siècle et la fondation du Haqqana ouïghour au 8e siècle. L'empire tibétain qui va donc adopter ce bouddhisme qui s'est développé dans le bassin du Tarim, issu de la culture gréco-bouddhique, issu de l'importation de cette culture indienne et qui lui aussi, donc bien sûr, va utiliser le système graphique, l'alphabet brahmi indien pour transcrire la langue tibétaine à partir du 7e et du 8e siècle, donc 300 ans à 400 ans après les Tokariens et les Sakas du bassin du Tarim. Avec le Haqqan des Ouïghours, fondé en 744, il va régner pendant un siècle, à adopter le manichéisme comme religion officielle. Et dans les mêmes couleurs jaunes, les autres confédérations turques, ou issues du Haqqana des Gökturks occidentaux, les 9 Oruz, les Turkuz, les Karluk, dont on va reparler, les Turgesh, qui sont la principale menace pour l'État omeyyade
aux premières moitiés du 8e siècle, les Orus, dont on reparlera brièvement, puisqu'ils vont fonder l'Empire Seldjoukide, qui va à nouveau réunifier l'Okoumène au 11e siècle. Mais pour l'instant, l'influence sur la partie orientale tokharienne du bassin du Tarim, c'est l'influence du Haqqana ouïghour, et c'est l'origine de cette imprégnation qui va finir par forger le peuple ouïghour tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc on a une nouvelle opération de maintien de l'ordre chinoise qui va aboutir à la bataille de Talas en 751, et puis ce développement de cette civilisation ouïghour, et notamment dans la région de Turfan, une région donc tokharienne, une région qui est en dehors du bassin du Tarim proprement dit, dans la dépression de Turfan, on a la rencontre entre des Ouïghours qui se sédentarisent et la population tokharienne locale, dans un contexte bouddhiste, en dépit du fait que l'élite ouïghour est officiellement manichéenne. Donc ici, une inscription sur une fresque accompagnant des princesses et des princes ouïghours, qui est écrite de haut en bas, comme dans le système chinois, mais aussi comme dans le système en réalité syriaque épigraphique. Donc un système d'écriture ouïghour qui est un emprunt au système sogdien, qui était lui-même un emprunt au système pahlavi, sassanide, partho-sassanide, qui était lui-même un dérivé cursif de l'araméen. Et donc l'écriture ouïghour va continuer à prospérer, et elle va être ensuite empruntée par les Mongols à l'époque de Gengis Khan au XIIIe siècle, et finalement par les Mandchous au XVIIe siècle. L'écriture continue à être utilisée aujourd'hui en Mongolie intérieure et en Mandchourie chinoise. À nouveau, on retrouve notre Bouddha nimbé dans une mandorle, cette fois-ci avec des inscriptions en alphabet brahmi, et on voit un certain nombre de personnages, de pèlerins, qui ont un type physique tokharien ou sogdien. On reste dans cet environnement culturel mêlé de culture indienne, hindouiste, et puis avec malgré tout le fait que le bouddhisme est arrivé en Chine, essentiellement par la route du Tarim, par sa mutation gréco-bouddhique en Asie centrale et par sa mutation dans l'actuel Xinjiang ouïghour. Le bouddhisme n'est pas une religion chinoise, c'est au contraire une religion indienne, passée par la Sérindie, par cet espace entre Inde et Chine, et ensuite arrivée en Chine. Des donateurs qui sont probablement des sogdiens, des commerçants, des diplomates, donc c'est qu'il y avait aussi énormément de mercenaires sogdiens en Chine. Les traces du culte manichéen, de la religion officielle de l'Empire ouïghour, sont beaucoup plus rares, malheureusement. Donc on a éventuellement cette fresque qui représente une petite partie du culte. Ici, on a d'autres représentations de la noblesse ouïghour avec ces inscriptions en graphie ouïghour. Et puis on a bien sûr l'arrivée aussi du christianisme qui avait fleuri dans l'Empire sassanide et en fait dans l'Empire arabo-musulman omeyyade. Après la chute des Sassanides, le christianisme continue de se développer, il s'installe en Chine, et donc on a cette grande stèle de Xi'an, la grande capitale impériale Tang, au nord-ouest de la Chine centrale, dont on voit ici le sommet, avec ses sculptures très impressionnantes, comporte une partie bilingue en chinois et en syriaque, le système d'écriture utilisé en Syrie et en Irak, et notamment par les églises chrétiennes de Syrie et d'Irak. Et cette stèle commémore l'introduction officielle du christianisme en Chine au tout début de la dynastie Tang, plus d'un siècle et demi avant cette inscription. Or, ce christianisme a bien entendu traversé le monde sogdien et le monde bactrien, et c'est donc implanté également dans le bassin du Tarim, même s'il ne supplante jamais le bouddhisme, comme le manichéisme des Ouïghours ne supplante pas non plus le bouddhisme dans cette région à cette époque-là. À nouveau, les traces du christianisme en termes de fresques sont beaucoup moins abondantes, comme pour le manichéisme, que les traces du bouddhisme, mais on a ici, non loin des grottes de Rothschild, ces personnages, représentation probable du dimanche des Palmes, et une figure féminine en repentance, qui témoigne d'une diffusion relative